Bonjour à tous. Aujourd'hui, nous allons parler d'une autobiographie intitulée Les mots. Elle a été publiée par Jean-Paul Sartre en 1963 dans une revue, puis en 1964 sous forme de livre. Un épicier nommé Schweitzer et qui est un ancien instituteur à 3 fils. Charles qui échappe à la volonté paternelle de devenir pasteur, qui devient professeur d'allemand et qui se marie à Louise Guillemin. Auguste qui travaille dans le négoce, et Louis qui devient pasteur et qui sera le père du pasteur Albert Schweitzer. Charles et Louise ont 4 enfants dont une morte en bas âge. Georges, qui fera Polytechnique, Émile, qui sera professeur d'allemand, et Anne-Marie. Un médecin de campagne nommé Sartre épouse une fille d'un riche propriétaire périgourdin, qui s'avérera être ruiné. Du couple naîtront Jean-Baptiste, qui sera officier de marine, Joseph, qui sera un temps un zouave, et Hélène. Jean-Baptiste Sartre épouse Anne-Marie Schweitzer. Ensemble, ils ont un fils avant que le père décède des fièvres de Cochinchine. Anne-Marie vit entre un mari mourant et un enfant maladif. Jean-Paul guérit après le décès de son père. Anne-Marie repart vivre chez ses parents avec son enfant et est traitée comme une jeune fille. Jean-Paul conçoit la mort de son père comme une chance. Il grandit entre une mère qui est elle une sœur aînée, un grand-père érigé en Dieu pour qui Jean-Paul est sa merveille, et une grand-mère consciente de l'usurpation, mais réduite au silence. Jean-Paul devient un enfant particulier. Il est idolâtré, il ne connaît pas la violence et la haine, il est sans droit et sans devoir, etc. En 1911, la famille quitte Meudon pour un immeuble de Paris situé au 1 rue Le Goff. Le grand-père fonde l'Institut des langues vivantes. L'auteur écrit « J'ai commencé ma vie comme je la finirai sans doute, au milieu des livres ». Le bureau du grand-père étant plein, Jean-Paul les révère. La grand-mère a elle aussi des livres dans sa chambre, mais ce ne sont pas les mêmes puisqu'ils constituent un culte mineur. Chaque année, se déroule la réédition du Deutsches Lesebuch que le grand-père a publié en collaboration avec M. Simoneau. Charles se pense volé par son éditeur, si bien que l'auteur écrit « Je fus préparé de bonne heure à traiter le professorat comme un sacerdoce et la littérature comme une passion ». Alors qu'il ne sait pas encore lire, Jean-Paul exige d'avoir des livres. Le grand-père lui donne les contes du poète Maurice Bouchor, dont la mère lui lit les histoires. Jean-Paul prend un livre intitulé « Tribulation d'un Chinois en Chine » et fait semblant de le lire. Après cette scène, on lui apprend l'alphabet. Il apprend plus ou moins seul à lire. De savoir lire apporte une joie à Jean-Paul. Au lieu de faire des activités à l'extérieur comme les autres enfants, Jean-Paul s'enferme dans la bibliothèque qui est un véritable monde pour lui. La bibliothèque ne comporte que les grands classiques de France et d'Allemagne. Il s'intéresse au grand Larousse, rencontrant les choses et les êtres comme s'ils étaient réellement vivants. Il en vient à confondre ses expériences livresques avec des événements réels. Il remarque toutefois un décalage entre ce qu'il se passe dans les livres et ce qu'il se passe dans la réalité, par exemple au niveau de l'infanticide. Car il est encore un enfant, il ne comprend pas toujours ce qu'il faut comprendre dans les livres. Ainsi, il a du mal à saisir le meurtre d'Horace sur sa sœur Camille, la notion d'amante et la conduite de M. Bovary après la disparition de sa femme. Jean-Paul se pose des questions telles que « De quoi parlent les livres ? Qui les écrit ? Pourquoi ?» En haut du 6e étage d'un immeuble parisien et avec la bibliothèque, qu'il nomme son perchoir, il a l'impression d'être sur le toit du monde, et il n'y descend que lorsque sa mère l'amène au Luxembourg. Le grand-père est dérangé par le fait que des auteurs soient reliés à leurs œuvres, car cela casse le lien entre le Saint-Esprit et les œuvres de l'homme. Selon le grand-père, les écrivains ne sont que des intermédiaires. Jean-Paul ne côtoie pas d'autres enfants, n'ayant ni frères, ni sœurs, ni camarades. Ses amis étant les enfants présents dans les livres. Selon Jean-Paul, les grands auteurs n'ont fait que leur devoir. Le grand-père a un regard biaisé sur la littérature, ne pouvant pas s'empêcher de voir l'utilité que les textes peuvent apporter à ses élèves. Le grand-père le pousse à écrire à Courteline, auteur dont raffole Jean-Paul, mais Courteline ne lui répondra jamais. Jean-Paul ne comprendra pas pourquoi un écrivain vivant lui refuse son amitié alors que les auteurs décédés lui sont familiers. Jean-Paul vit au-dessus de son âge, en ne fréquentant que des adultes et en ayant des lectures d'adultes. Il joue avant tout à la comédie familiale, par exemple en faisant croire qu'il aime lire Corneille, alors qu'il n'apprécie pas cet auteur et cherche dans le Larousse les résumés des pièces. Car la mère s'inquiète des lectures trop sérieuses de son fils, elle le pousse vers des lectures de son âge trouvables dans un kiosque. Ces lectures sont de moindre qualité, mais elles fascinent beaucoup plus Jean-Paul. La supercherie se fait en cachette du grand-père, qui finit par découvrir la vérité, faute que les 2 femmes placent sur le dos de Jean-Paul. Alors que dans l'appartement familial, Jean-Paul passe pour un génie, la situation est tout autre lorsqu'il est confronté à la réalité. Une dictée bourrée de fautes d'orthographe le fait descendre d'une classe de 8e à une classe de 10e préparatoire. Le grand-père retire Jean-Paul du lycée Montaigne et fait appel à un instituteur pour des leçons particulières appelé M. Liévin, qui finit par disparaître. Lorsqu'il est scolarisé un temps dans une école communale d'Arcachon, il a le droit à un traitement de faveur. Son pupitre est placé à côté de la chaire, il n'est pas mêlé au « fils du peuple » et il a des liens surtout avec l'instituteur.
Sa mère le place un semestre à l'institution Poupon, dans lequel il n'apprend pas grand-chose et où les élèves sont tous également félicités afin de ne pas faire partir d'élèves de l'institution. Mademoiselle Marie-Louise lui donne durant quelque temps des cours, mais finit elle aussi par disparaître. Jean-Paul vit jusqu'à l'âge de 10 ans dans son cercle familial, ce qui l'enfonce dans l'imposture, ses proches le couvrant de qualités qu'il n'a pas. L'absence de père empêche le fils d'avoir une destination toute fabriquée, ce qui lui enlève sa raison d'être sur terre. Comme les familles distinguées possèdent un enfant délicat, sa famille attribue ce rôle à Jean-Paul. En plus d'être dépossédé d'un destin, Jean-Paul est également dépossédé de son corps. Jean-Paul parvient à jalouser M. Simoneau, tant celui-ci paraît être indispensable, et à jalouser plus globalement les vieillards collègues du grand-père dont la retraite et la mort font remarquer leur manque. Jean-Paul aimerait lui aussi être indispensable. Alors que Jean-Paul dispose de tout pour être heureux, il s'ennuie. La grand-mère décède, sans que cela émeuve plus que ça Jean-Paul. Il pense qu'il lui faut disparaître à cause de son inutilité, cependant, plus absurde est la vie, moins supportable la mort. Dieu aurait pu l'aider, mais sa famille, comme tant d'autres à ce moment-là, subissait un processus de déchristianisation. Jean-Paul a été baptisé, mais a été laissé libre par la suite. Le grand-père ne pense guère à Dieu, la mère a son Dieu à elle. Bien qu'il continue de prier et qu'il reçoive un cours d'instruction religieuse, Jean-Paul ne croit plus en Dieu. Le grand-père aimerait que Jean-Paul ait les cheveux coupés, car il craint qu'il devienne une fille. Jean-Paul pense que sa mère aurait aimé qu'il soit une fille. Un jour, le grand-père l'amène chez le coiffeur. En plus de faire pleurer la mère, la nouvelle coupe met en avant la laideur du petit garçon. Jean-Paul joue tellement la comédie pour se faire aimer qu'il en vient à jouer faux. L'auteur évoque deux souvenirs. Premièrement, lors d'une représentation d'une pièce, Jean-Paul fait trop de manières afin que l'attention se fixe sur lui, si bien que les spectateurs lui préfèrent un autre garçon. Par jalousie, Jean-Paul tire la fausse barbe de son concurrent. Secondement, Madame Picard lui offre un livre dans lequel il faut répondre à un questionnaire. À la question « Quel est votre vœu le plus cher ?», il écrit « Être un soldat et venger les morts ». Madame Picard lui reproche son manque de sincérité. Jean-Paul passe de la comédie du bien à la comédie du mal, s'humiliant de lui-même, pensant être un voyageur clandestin qui a ni billet, ni argent, ni papier d'identité sur lui. Puis par un retournement de situation, il s'imagine demander l'indulgence du contrôleur, car il serait en mission secrète afin de sauver l'espèce entière. Il dit être le complice de ses proches qui jouent la comédie familiale, car il ne peut pas se rebeller contre ses bienfaiteurs. Il imagine les divers contes qu'il connaît, puis les modifie de manière à se transformer en héros qui quitte sa famille et brave les dangers. Il relie ses rêves épiques d'enfant à la réalité historique et au sentiment national. Anne-Marie va avec son fils au cinéma. Jean-Paul raconte les scènes surréalistes qui défilent sur l'écran, puis le retour brutal à la réalité lorsque la lumière s'allume et que l'on s'aperçoit du sinistre du cinéma et des gens qui nous entourent. Contrairement au théâtre où existe une hiérarchie sociale, le cinéma mêle toutes sortes de personnes. Alors que Jean-Paul a 7 ans, le cinéma en a 12. Jean-Paul pensait qu'ils allaient grandir ensemble. Au moment des faits, nous sommes encore au cinéma muet, certaines scènes étant accompagnées du son d'un piano. L'auteur nous raconte le lien qui l'unissait au cinéma durant son enfance, les histoires vues sur l'écran lui faisant forte impression. De retour chez lui, lorsque sa mère jouait du piano, Jean-Paul se met à imaginer des scènes de bagarre entre lui et des ennemis imaginaires et de sauvetage de jeunes femmes. Il fait coïncider les actions avec la musique de sa mère. En lisant les histoires de Michel Strogoff, Jean-Paul est plein d'admiration pour la vie de cet homme et jalouse son destin. Il est aussi plein d'adoration envers le boxeur Marcel Duneau, qui a fait plus que son devoir en étant amoché. Il flotte en Jean-Paul un rêve de mission à accomplir. Les rêveries sont en corrélation avec les romans de cap et d'épée de Michel Zévaco que Jean-Paul lit en feuilleton. Jean-Paul mène deux vies, celle d'un imposteur et celle du rêveur. Il peut passer facilement de l'une à l'autre. Lorsqu'il se trouve sur les terrasses du Luxembourg, il est incapable de jouer avec les autres enfants. Il les surestime et se rend compte qu'il n'a pas tant de valeur que sa famille le lui disait puisqu'il n'intéresse personne. Jean-Paul est un enfant petit, ce que la mère trouve naturel et pratique puisque l'enfant est portatif. La mère pousse son fils à jouer avec les autres enfants, mais Jean-Paul refuse de leur demander s'ils veulent jouer avec lui. Alors que Jean-Paul, sa mère et sa grand-mère se trouvent à Arcachon en vacances, le grand-père et Jean-Paul s'envoient des lettres dans lesquelles ils écrivent en vers. L'auteur nous dit qu'en 1912, il écrivait sans génie, pour faire comme les grandes personnes et parce qu'il était le petit-fils de Charles Schweitzer. Il se met à transformer en alexandrin des fables de La Fontaine et en prose des aventures lues dans Cri-Cri. Dans un cahier de romans, il écrit une histoire qui est en réalité un récit en images qu'il a vu précédemment. Il fait lui-même des digressions, afin d'enseigner aux autres ce que lui-même ignore, en recopiant des passages du Grand Larousse. La mère et les visiteurs sont tous en adoration devant ce pseudo-écrivain et même l'encouragent. Seul le grand-père est mécontent puisqu'il se rend compte que son petit-fils ne fait qu'écrire les mêmes bêtises que celles trouvables dans les journaux de Jean-Paul. Malgré les tentatives d'Anne-Marie de faire lire les histoires au grand-père, il arrive que le grand-père refuse de les lire. Anne-Marie elle-même cesse de les lire.
Ce ne sera que lorsqu'il écrira dans la semi-clandestinité que Jean-Paul le fera par plaisir. En complexifiant les aventures, il devient moins plagiaire. Alors qu'auparavant, il jouait son propre rôle dans son imagination, il imagine dans ses histoires un autre lui, arrangé de manière à ce qu'il y ait une distanciation entre le vrai lui et le héros. Il radicalise encore plus les invraisemblances qui fleurissent pourtant dans les histoires qu'il lit. Il se rend compte qu'il peut tout imaginer, même des atrocités. Ces horreurs, Jean-Paul les avait dans sa mémoire, car il vivait à une époque dans laquelle, faute d'ennemis visibles, l'Occident se lançait dans le spiritisme et dans laquelle la mode était aux histoires fantastiques trouvables dans des journaux. Il nous raconte que l'histoire du vent dans les arbres et qu'une gravure dans un almanach lui ont fait peur. Il profite de la tombée du jour afin de créer des monstres dans ses histoires, mais il ne termine jamais ses histoires en ne livrant pas les hommes aux créatures ou en n'aidant pas les hommes. L'écriture permet à Jean-Paul d'échapper à la comédie. Il aurait pu rester sincère s'il avait continué d'écrire dans la clandestinité. Cependant Blanche Picard a décrété que Jean-Paul écrira, chose auquel croit sa grand-mère, mais pas son grand-père qui souhaite le détourner de cette vocation. Car la littérature ne nourrit pas. Le grand-père lui conseille, en plus d'être écrivain, de devenir professeur de lettres. Jean-Paul ne respecte pas Charles lorsqu'il joue au grand-père, mais admire son autorité lorsqu'il parle à autrui. Il reconnaît qu'il se serait détourné de sa carrière d'écrivain si son grand-père l'avait encouragé dans cette voie. Le grand-père fait tellement apparaître les désavantages de la littérature que Jean-Paul ne doute pas qu'elle lui soit réservée. Après que le grand-père lui ait dit que Flaubert donnait 2 heures à Maupassant pour décrire un arbre, il essaie de faire de même avec un fauteuil, mais c'est sans succès pour l'instant. Jean-Paul est incapable de jouir du destin qu'on lui a tracé. Selon lui, un écrivain doit forcément être illustre. Jean-Paul se sent obligé d'abandonner la littérature qu'il aime au profit des grands écrivains qui ne l'intéressent pas, mais qui pourtant lui ressemblent physiquement. Tout comme son grand-père, Jean-Paul pense qu'il n'a pas de génie, mais il pense avoir la passion de l'héroïsme. Il se demande encore, au temps de l'écriture de l'autobiographie, s'il n'écrit pas afin de plaire à son grand-père qui est maintenant mort depuis longtemps, alors que ce même grand-père désavouait ce destin. Il raconte toute la difficulté de l'écriture, ne pas écrire étant douloureux et écrire trop aisément étant aussi douloureux. Les écrivains sont frustrés de leur propre travail. En écrivant, Jean-Paul a le sentiment de rester un vagabond. Il pense encore que la raison d'être sur la terre est de combler une attente, sentiment qui n'est plus comblé puisqu'il ne croit plus être indispensable à son grand-père et à sa mère. Jean-Paul n'écrit plus. Le grand-père pense avoir réussi son entreprise, mais Jean-Paul a la tête épique, ce qui le fait rêver la nuit d'aventure. Il fait un parallèle entre les écrivains et les héros, puisque les écrivains reçoivent tôt ou tard des remerciements et qu'après leur mort on élève des monuments pour eux et on donne leur nom à des rues. Il se rend compte que partout dans le monde, on a besoin d'écrivains. Il a alors l'impression qu'on l'attend. Son premier livre ne paraîtra qu'en 1935, alors qu'au moment du récit, nous sommes en 1913. Il considère qu'il est encore trop tôt et préfère garder sa vocation incognito. Il sait qu'il est un écrivain, de naissance et pour toujours. Il oscille entre la conviction de s'être fait écrivain de ses propres forces et d'être écrivain par exigence collective. Il est témoin d'une confrontation déplaisante, lorsqu'il comprend que Cervantes a pris Pardaillan comme modèle afin de créer Don Quichotte. Son cœur préfère l'aventurier à l'intellectuel, mais il n'est que Cervantes. Par des trucages, il veut parvenir à préférer les hommes de lettres aux chevaliers. Il se demande pourquoi les gens auraient besoin de lui. Il ne voit aucun tyran ou monstre à combattre comme des écrivains avant lui l'ont fait. Il s'aperçoit que le monde ne va pas mal du tout, alors qu'il aurait voulu défendre l'humanité contre des dangers terribles, ce qui rend inepte son désir de devenir écrivain. Grâce aux idées humanistes de son grand-père, Jean-Paul passe de l'écrivain chevalier à l'écrivain martyr. Il veut écrire pour Dieu afin de sauver l'humanité. Il pense que si l'humanité existe encore, c'est grâce à un écrivain qui, grâce à une page, a fourni à l'humanité un sursis d'un jour. Jean-Paul compte prendre la relève. Il pense devenir le nouveau Chanteclair, qui grâce à son chant parvient à protéger une basse-cour. Il dit qu'il avait cette volonté, car il souhaitait avoir son droit de vivre et voulait se sauver lui-même. Jean-Paul se remet à écrire, mais personne ne le lit, il oublie lui-même ses histoires et ne se donne pas la peine d'écrire les fins de ses récits. Il n'écrit pas pour être lu, mais pour écrire. Il se rend compte qu'il est éphémère, tandis que les livres sont capables de survivre à l'homme. Sa mère imagine sa vie future, en tant que professeur, écrivain, homme marié, père et individu reçu par la bonne société. Pendant que tous dormiront, Jean-Paul aura le rôle de vigie. Il imagine que grâce à ses écrits artistiques, il empêchera le Saint-Esprit d'abandonner les hommes. Il pense être choisi par le Saint-Esprit pour écrire, alors qu'il n'a aucune facilité et doit s'appliquer. Il envisage tirer de la gloire de ses supplices, mais il n'en aura pas puisque son travail d'enseignant le tirera de la faim et qu'il déteste les amants transis. Il rêve de devenir un ennemi public après la publication de son premier roman, puis d'accumuler les livres sans trouver d'éditeur. Il s'imagine soit mourant et haï de tous, soit adulé et édité sans le savoir durant un temps. Soit il meurt pour naître, soit c'est la gloire qui le tue.
Il se rappelle avoir lu quelque part qu'une jeune comtesse a baisé la main d'un écrivain pourtant rustre et grossier. L'homme n'est plus homme, mais est devenu le symbole de son œuvre. À 50 ans de distance, l'auteur nous dévoile que son projet d'écrire pour se faire pardonner son existence possédait quelques réalités. Il avoue qu'à l'origine, c'était la mort qu'il cherchait, ne voulant pas finir sa vie comme il l'avait commencé, c'est-à-dire n'importe où, n'importe comment. Il se rend compte que les écrits restent, transformant un homme en un objet d'éternité. Sa naissance, qui est une malle nécessaire, lui a permis d'avoir les organes lui permettant d'écrire. En 1955, 25 de ses livres se trouveront à la Bibliothèque nationale. Au temps d'écriture de ces lignes, l'auteur est capable de se représenter sa vieillesse, mais est incapable de se représenter sa propre mort. Des personnes lui ont reproché de ne pas penser à la mort. Ce n'est pas qu'il se croit immortel, mais il pense que le Saint-Esprit va lui laisser le temps d'accomplir son œuvre. Alors que d'autres sont sur terre pour vivre et ne pensent qu'au présent, il écrit être là pour faire un bilan. Tandis que les autres se plaisent à eux-mêmes, l'auteur ne se plaît pas, se trouve très ordinaire et laisse à ses descendants le rôle de l'aimer à sa place. Il vit à l'envers, choisissant pour avenir un passé de grands morts. Il attribue ce mirage à son grand-père et plus globalement à la culture. Il nous parle d'un livre intitulé « L'enfance des hommes illustres ». L'auteur y parlait de la vie ordinaire de garçons qui allaient devenir de grands hommes. Cependant, l'auteur de ce livre n'a pas pu s'empêcher de glisser des faits qui expliquaient le futur de ces individus. Alors que les enfants pensaient agir par hasard, leurs actions tendaient vers un but. C'est une manière de lire la vie en commençant par la fin. L'auteur imagine lui aussi trouver son enfance dans ce livre aux côtés des hommes illustres, et il se demande comment on l'interprétera lorsque l'on aura à la fois son œuvre et son trépas. Il dit n'avoir pas choisi sa vocation, celle-ci ayant existé à partir de presque rien, de quelques mots de Madame Picard et du machiavélisme de Charles. Seules les grandes personnes lui montraient son destin, lui-même ne le voyant pas. Il n'a fait que croire en celles qui croyaient en lui. 2 ans plus tard, il n'écrit plus, les cahiers ont disparu, sa tête étant farcie d'éléments de sa scolarité. Il passe pour un enfant normal, dans la moyenne, alors qu'il se dit fou à cause de 2 événements. Le premier est le début de la Première Guerre mondiale. Dans les kiosques, les publications habituelles font place aux romans guerriers, donnant à Jean-Paul des héros d'un autre genre qui déplaisent aux garçons. L'héroïsme devient à portée de tout et devient un élémentaire devoir. En octobre 2014, Jean-Paul a le désir d'écrire un roman selon son cœur. Il imagine un duel entre le soldat Perrin et le Kaiser, dans lequel le Kaiser finit vaincu et ordonne le cessez-le-feu. Dans la réalité, le Kaiser est réellement vaincu, mais la guerre ne s'arrête pas pour autant. Il se rend compte qu'il n'a pas écrit la vérité et qu'il n'a fait qu'imaginer. Il cesse d'écrire. Il retrouve des exemplaires de publications disparues chez les revendeurs des quais. Jean-Paul en oublie la guerre et ce à quoi il se destinait. Le second événement se situe en octobre 1915, lorsque son grand-père inscrit Jean-Paul au lycée Henri IV en tant qu'externe. Le garçon n'est pas aussi doué que ses camarades. Après un rendez-vous entre le principal et la mère, qui pense que son fils vaut bien plus que ses devoirs, le principal promet de le suivre. Parce qu'il se pense aimé, Jean-Paul devient un assez bon élève. L'école ne lui laisse plus le temps d'écrire. Bien que plus jeune, il était incapable de se faire des amis dans les jardins publics. Jean-Paul a maintenant des camarades avec lesquels il s'amuse en dehors du lycée. Il est intégré dans un groupe et se débarrasse de la comédie familiale. Il nous parle de 2 camarades. Berco, qui est le fils de veuve et qui aime la littérature comme Jean-Paul et Bénard, qui est le fils d'une couturière et qui est adulé par les externes bien qu'on lui ait interdit de se mêler à leur jeu. Quelques semaines plus tard, Bénard mourra prématurément. Quelques semaines plus tard, Paul-Yves Nizan, ressemblant à Bénard, fait son apparition en classe. Jean-Paul ne pense plus à son mandat, à sa mission, bien qu'ils existent encore. Alors qu'auparavant, il était immobile dans son enfance, il a l'impression de trouer le temps et de filer au but. Il imaginait que son histoire allait avoir un dénouement heureux et que les imprévus ne pouvaient pas avoir lieu. Cependant, un soir privé d'électricité, il se casse une dent en se cognant à une porte. Se croyant prédestiné, il ne pense pas être le jouet de hasard. Les épreuves et les fautes ne lui fournissaient que les moyens d'écrire un livre. Ces défaillances lui permettent d'aller plus rapidement au bien. Il est poussé à faire de nouveaux progrès. Faire bien ne suffit plus, il faut faire mieux. Il se rend compte que le passé ne l'enrichit pas et qu'il se fait en se recréant constamment. Chaque nouvelle version étant meilleure que la précédente quand il est en train d'écrire, il pense toujours écrire son meilleur livre. Cependant il place et veut que les autres placent les livres en fonction de leur date de publication. Les nouveaux étant meilleurs que les anciens, la qualité étant croissante selon le temps. Dans un magasin de porcelaine dans lequel sa grand-mère cherchait des assiettes qui n'existaient plus, Jean-Paul était à la fois le commencement et la fin tel un livre dont on a déjà lu les dernières pages afin de savoir s'il finissait bien. Quand par ennui, il se retourne sur sa folie, tout s'effondre. Il ne reste plus que la prédiction de Madame Picard dont Jean-Paul ne sait que faire et il retrouve sa difficulté d'être. Enfant, lorsqu'assis sur un banc, il a risqué un œil en lui afin de deviner le sens de cet instant, le charme a été rompu et l'enfant a dû se remettre à courir.
De retour à l'appartement familial, faute d'avoir un destin d'homme, il a voulu avoir entre les mains le destin d'une mouche, il en a tué une. Alors qu'il est en train de lire les aventures du capitaine Corcoran, le Saint-Esprit lui dit « Tu ne me chercherais pas si tu ne m'avais trouvé ». L'écrivain fait sa rentrée. Alors qu'il ne conçoit la mort que comme un rite de passage, il est épouvanté par l'idée selon laquelle l'espèce humaine puisse disparaître, car il pense continuer à vivre à travers les vivants. Il pense se donner à la littérature, alors qu'il se donne en réalité à la religion. Il a eu beaucoup de peine à se délivrer de l'idée selon laquelle c'est le Saint-Esprit qui garantissait son mandat et régentait sa vie. Écrire revenait à demander à la religion d'enlever les hasards de sa vie. Il était truqué jusqu'à l'os. Il a cependant changé. Il pense maintenant avoir mené l'athéisme jusqu'au bout. Il est de nouveau comme un voyageur sans billet, mais il sait que le contrôleur se satisfera de n'importe quelle excuse, mais il n'en trouve pas. Il continue pourtant toujours à écrire. Il se rend compte que la culture ne se justifie pas et qu'elle ne sauve rien ni personne. Sa notoriété présente l'empêchera de mourir inconnu, comme il l'aurait voulu. Il ne s'est jamais cru propriétaire d'un talent et voulait se sauver par le travail et la foi. L'autobiographie se déroule en plusieurs temps. 1. La généalogie. L'explication de la généalogie. Sartre nous raconte d'abord la généalogie du côté de sa mère, celle de la famille Schweitzer. Pour cela, il remonte jusqu'à son arrière-grand-père. Les éléments les plus importants pour Jean-Paul sont son grand-père Charles, sa grand-mère Louise et sa mère Anne-Marie. L'auteur parle ensuite de la généalogie du côté de son père, celle de la famille Sartre. Cette famille est absente de l'enfance de Jean-Paul. Le père Jean-Baptiste Sartre décède rapidement après la naissance de l'enfant et Jean-Paul ne paraît pas avoir de lien avec le reste de la famille côté paternel. Cette absence contribuera à l'isolement de l'enfant dans les 3 membres de sa famille maternelle. De plus, Charles a des problèmes relationnels avec ses enfants et ses petits-enfants. En plus de n'avoir qu'un demi-arbre généalogique, les branches du côté maternel semblent à moitié pourries. En plus d'être surprotégé, Jean-Paul grandira dans un mode clos composé de seulement 3 adultes. Alors que les Schweitzer d'origine alsacienne paraissent forts, les Sartre ne paraissent pas avoir de qualité. Nous savons seulement que les hommes de la famille Sartre sont petits. La mort du père est vue positivement par Jean-Paul. En effet, cette mort permet à l'enfant de vivre libre, de ne pas être écrasé par un père, de ne pas avoir de surmoi, de ne pas avoir à lui obéir. Plus tard, il se plaindra pourtant de l'absence de son père, car absent celui-ci ne peut pas lui donner de destin. Cette première partie traite également du retour d'Anne-Marie chez ses parents. Anne-Marie n'est plus la mère de Jean-Paul, mais plutôt sa sœur. Jean-Paul n'a pas de père puisque celui-ci est décédé, mais il n'a pas non plus véritablement de mère. Jean-Paul ne respectera pas Anne-Marie, car personne ne la respecte. Bien plus grave, Anne-Marie aurait voulu que son fils soit une fille, elle agit de manière à le transformer en fille, que ce soit physiquement en lui laissant les cheveux longs ou en développant chez lui certains traits de caractère féminin. Elle est également incapable de remarquer que la petite taille de son fils puisse être un problème et n'en voit que les avantages. Elle semble condamner son fils à être petit et une fille, ce qui est pratique pour elle. Le grand-père est tout-puissant. L'aveuglement qu'il a pour son petit-fils donne à Jean-Paul une trop grande valeur qui ne pourra pas être contredite à cause de la puissance de cet homme. Le grand-père est le seul personnage fort de la petite famille de Jean-Paul. La grand-mère est reléguée à un rôle mineur. Elle et sa fille sont quelquefois appelées les 2 femmes. La grand-mère a à peine une existence indépendante. Puisqu'on parle d'elle et de son mari, l'auteur utilise le mot carlémamie. L'attitude que l'enfant a dans l'église lorsqu'il reste longtemps sur le prie-Dieu sans bouger afin de montrer aux autres ce qu'il sait faire, est révélatrice de la suite des événements. Il n'est sur terre que pour plaire aux autres. Il pratique le cabotinage, sans que presque personne s'en aperçoive. Il est rarement naturel et passe beaucoup de temps à se mettre en scène afin de correspondre à l'image que les adultes veulent avoir sous les yeux. 2. La découverte des livres. Jean-Paul découvre les livres dans le bureau de son grand-père. Alors qu'il ne sait pas encore lire et écrire et qu'il ne sait pas à quoi ils servent, il est en révération devant ces objets. Le grand-père lui donne son premier livre intitulé Les contes du poète Maurice Bouchard. Parce qu'il ne sait pas encore lire, il a l'impression de ne pas posséder le livre. Jean-Paul est dépendant de sa mère qui, elle, sait lire. C'est par jalousie du pouvoir de sa mère que le garçon fait semblant de lire. Il ment doublement à lui-même et aux autres puisqu'il fait semblant de suivre les lignes d'un livre des yeux et qu'il raconte une histoire qu'il a inventée. Le mensonge, qui était déjà présent à l'église, se poursuivra encore plus tard. L'apprentissage de la lecture apportera du négatif dans la vie de Jean-Paul, puisque l'enfant, au lieu de faire des découvertes dehors et par lui-même, les fera dans la bibliothèque et parmi les livres. L'appartement sera comparé à un perchoir ou à la plus haute branche d'un arbre sur laquelle Jean-Paul se sent bien. Sa mère le fera pourtant descendre de son perchoir, afin de le promener au Luxembourg. La rencontre de Jean-Paul avec les autres enfants se déroule mal et ne pouvait que se dérouler mal. En effet, Jean-Paul ne vit qu'avec des adultes, vit peu ou prou comme un adulte, il ne vit qu'à travers les livres et non à travers la réalité, et le petit garçon a bien trop d'orgueil pour demander quoi que ce soit aux autres enfants.
La mère souhaite que son fils demande aux autres enfants s'ils veulent jouer avec lui, alors que la question devait être inverse. C'était à Jean-Paul de demander aux autres s'ils pouvaient jouer avec eux. Sartre utilise plusieurs fois les termes de comédie familiale façonnés par les membres de sa famille pour eux-mêmes avant tout, mais aussi par Jean-Paul lui-même qui travaille à entretenir l'illusion. L'enfant n'est pourtant pas coupable d'avoir agi comme il l'a fait. Un deuxième mensonge apparaît lorsqu'il fait croire qu'il aime les pièces de Corneille, alors qu'elles ne l'intéressent pas. Ne le comprenant pas, mais étant inquiète des lectures trop sérieuses de son fils, Anne-Marie lui fait découvrir une littérature de son âge. Jean-Paul apprécie bien plus les histoires conçues pour les enfants. Ces livres et magazines forgeront l'imaginaire de l'enfant, qui se mettra à rêver de combats avec les méchants et de sauvetage de princesses. Jean-Paul est confronté une seconde fois à la réalité lorsqu'il est inscrit dans un lycée. Alors que les membres de sa famille le pensaient doué, une dictée pleine de fautes révèle le véritable niveau de l'enfant. Au lieu de laisser l'enfant dans le lycée où il pourrait évoluer, le grand-père ne pouvant supporter la réalité, la renie en retirant son petit-fils du lycée. Dans une école communale d'Arcachon, Jean-Paul est placé de manière à être à l'écart des autres enfants et à être proche de l'instituteur, ce qui empêche toute intégration parmi un groupe d'enfants de son âge. Les cours qu'il suivra ensuite à l'institution Poupon ne lui seront pas non plus bénéfiques, puisque les enseignantes félicitent tous les apprenants pareillement et que les enfants ne s'adressent pas la parole entre eux. 3. Pourquoi suis-je sur Terre? Jean-Paul se questionne au sujet de son rôle sur la Terre. Il était légion que le père choisisse l'avenir de ses fils, mais Jean-Paul n'ayant pas de père, personne ne choisissait pour lui. Sans destination et ne servant à rien, Jean-Paul ne voit pas de justification à son existence. C'est cette idée qui fera le drame de sa vie durant bien des années. Il écrit « Je vivais parce que j'avais commencé à vivre », ce qui fait de lui un imposteur. Il utilise l'image d'un voyageur clandestin qui n'a aucune bonne raison à donner au contrôleur au sujet de l'absence de titre de transport. Jean-Paul en vient à jalouser M. Simoneau et les collègues de son grand-père qui, eux, servent à quelque chose et dont on remarque les absences. Nous avons un enfant qui se compare à des adultes qui ont déjà bien avancé dans la vie ou qui sont proches de la mort. Il est normal que ces personnes aient construit quelque chose et que leur absence provoque une perte. La comparaison ne tient pas debout avec un enfant qui n'a pas eu le temps de construire quoi que ce soit. La période est d'autant plus critique que Jean-Paul ne parvient plus à se faire autant apprécier des autres comme avant. Se faire aimer des autres était pourtant son unique fonction. Plus grave encore, Jean-Paul ne croit plus en la comédie familiale. Il sait qu'il n'est pas le prodige que ses proches pensent qu'il est. Face à cette période de crise, la religion ne sera d'aucun secours à Jean-Paul, sa famille se déchristianisant et la religion lui étant mal présentée. L'enfant s'échappe grâce à son imagination. Se calquant sur les histoires qu'il lit ou qu'il voit au cinéma, il rêve de se battre avec les vilains et de sauver des jeunes femmes. S'il est inutile dans la vie, Jean-Paul est au moins utile dans son imagination. L'enfant est en admiration, non pas devant des personnes réelles, mais des personnages de fiction tels que Michel Strogoff ou Marcel Duneau. 4. L'écrivain, le flux et le reflux. La première tentative d'écriture de Sartre est une duperie. Il déclare qu'il écrivait pour faire la grande personne et parce qu'il était le petit-fils de Charles Schweitzer. L'imposture va même plus loin, puisqu'en écrivant son roman intitulé « Pour un papillon », il n'invente rien et écrit seulement une histoire qu'il a vue en images. Il feint également des attitudes qu'il rattache aux écrivains pour lui-même et pour les autres. Tout le monde le pousse dans le mensonge, sauf son grand-père qui se rend compte que son petit-fils n'écrit pas des récits de qualité. Ce n'est que lorsque l'écriture tombe dans la clandestinité que Jean-Paul écrit pour le plaisir. Alors qu'auparavant, il imaginait que le héros de ses rêves était lui-même. Jean-Paul parvient à créer une distanciation entre lui et les héros de ses récits en procédant à quelques modifications. Cette différence peut être un signe que le point important d'une mission à accomplir est en train de s'éloigner. Il dira que l'écriture lui a permis de ne plus jouer à la comédie familiale. Cependant, tout vole en éclats lorsque Madame Picard déclare que Jean-Paul écrira. De son côté, Charles rusera afin d'éloigner son petit-fils de l'écriture, mais il s'y prendra tellement mal qu'il ne fera que pousser Jean-Paul vers celle-ci. Le grand-père n'est pas à même de juger l'écriture et le destin d'écrivain de son petit-fils, puisqu'il n'est pas lui-même dans le monde des lettres. En effet, Charles est professeur de langue, métier qui lui donne une vision biaisée de la littérature. Le grand-père est lui-même un imposteur puisqu'il se dit inventeur de la méthode directe, alors que ce n'est pas le cas. Le grand-père est un poseur, tout comme Jean-Paul. Charles est aussi un humaniste et un homme de culture selon Jean-Paul. La vision du monde de Charles est celle d'un homme de 80 ans, donc pas en adéquation avec son temps et encore moins avec la vision que doit avoir Jean-Paul du monde. Le grand-père a des notions de littérature, mais a sur les auteurs bien des a priori. Il est évident que dans le récit, il existe deux littératures, la grande et la petite. Charles n'aime que la grande littérature et méprise la petite qui est celle des femmes et des enfants. Si Sartre avait suivi les recommandations de son grand-père, selon toute probabilité, il serait devenu un écrivain mineur, idée impensable pour Jean-Paul. Selon le plan de Charles, Jean-Paul devait devenir professeur, puis écrire à côté. L'écriture serait alors devenue un passe-temps et non un métier ou une passion. Ce sont quelques mots jetés en l'air par une personne inconsciente et le machiavélisme de Charles,
qui feront naître une vocation en Jean-Paul qui n'en avait pas. Croyant encore que l'on n'est que pour être utile à quelqu'un et sachant qu'il n'est pas indispensable à son grand-père et à sa mère, il abandonne l'écriture. Une nouvelle illusion apparaît. Le monde a besoin d'écrivains et l'attend afin qu'il remplisse sa mission. Cependant, quand il se demande pourquoi faire, il ne trouve pas de réponse puisqu'il pense ironiquement qu'en France, ça n'allait pas mal du tout. Une illusion apparaît de nouveau. Le besoin qu'ont les hommes d'avoir un écrivain martyr afin de les sauver d'une catastrophe. Jean-Paul recommande à écrire dans la clandestinité. Il se rend compte que les écrits résistent au temps et à l'usure, ce qui n'est pas le cas de l'écrivain. Bien plus, l'œuvre passe avant l'écrivain. Jean-Paul pense que le Saint-Esprit l'a choisi et lui a donné pour mission d'écrire. Cette vision n'est pas sans rappeler celle du grand-père qui reliait les œuvres au Saint-Esprit et qui considérait les artistes seulement comme des intermédiaires. Même si le grand-père croyait guère en Dieu, la dimension religieuse reste importante. 5. Un arrêt. Jean-Paul fait une halte dans l'écriture à cause de 2 événements. Il se rend compte qu'il a raconté des sornettes lorsqu'il a écrit que la guerre allait être finie après la mort du Kaiser et son entrée du lycée qui ne lui laisse ni le temps, ni le désir d'écrire. Jean-Paul parvient à s'intégrer dans du groupe d'amis. Cela lui permet de s'éloigner de la comédie familiale, de se délivrer du péché d'exister, d'avoir le sentiment d'être indispensable, d'être tiré par l'avenir et non plus poussé par le passé et de grandir. Bien qu'il ne pense plus à son mandat, il est toujours présent en lui. 6. L'écrivain quinquagénaire. Jean-Paul Sartre écrit ce livre en 1963, quand il a 57 ou 58 ans. Il est en partie guéri des problèmes mentionnés plus haut et dont il a fallu des années, voire des dizaines d'années avant de s'en extraire. Son premier problème étant le lien qu'il a fait enfant entre l'écriture et la religion. Il est maintenant athée. Il ne croit plus au Saint-Esprit et au rôle qu'il lui avait donné dans sa mission d'écriture. Son second problème consistait à croire que l'on est sur Terre afin d'être utile. Bien qu'il n'ait pas d'excuses à donner au contrôleur du train, il se rend compte que la situation est sans importance. Il écrit toujours. Contrairement à ce qu'il pensait enfant, il s'est rendu compte que la culture ne sauve rien ni personne. Il a donc connu une évolution et s'est défait de ses fausses croyances. Cependant, il n'est pas dupe et sait que l'enfance laisse des traces chez l'adulte, même si l'on a tenté d'en effacer les travers. J'ai commencé ma vie comme je la finirai sans doute, au milieu des livres. Dans le bureau de mon grand-père, il y en avait partout. Défense était faite de les épousseter sauf une fois l'an, avant la rentrée d'octobre. Je ne savais pas encore lire que, déjà, je les révérais, ces pierres levées, droites ou penchées, serrées comme des briques sur les rayons de la bibliothèque ou noblement espacées en allées de menhir, je sentais que la prospérité de notre famille en dépendait. Elles se ressemblaient toutes, je m'ébattais dans un minuscule sanctuaire, entouré de monuments trapus, antiques qui m'avaient vu naître, qui me verraient mourir et dont la permanence me garantissait un avenir aussi calme que le passé. Je les touchais en cachette pour honorer mes mains de leur poussière, mais je ne savais trop qu'en faire et j'assistais chaque jour à des cérémonies dont le sens m'échappait. Mon grand-père, si maladroit, d'habitude, que ma mère lui boutonnait ses gants, maniait ses objets culturels avec une dextérité d'officiant. Je l'ai vu 1000 fois se lever d'un air absent, faire le tour de sa table, traverser la pièce en 2 enjambées, prendre un volume sans hésiter, sans se donner le temps de choisir, le feuilleter en regagnant son fauteuil, par un mouvement combiné du pouce et de l'index, puis, à peine assis, l'ouvrir d'un coup sec à la bonne page, en le faisant craquer comme un soulier. Quelquefois je m'approchais pour observer ces boîtes qui se fendaient comme des huîtres et je découvrais la nudité de leurs organes intérieurs, des feuilles blêmes et moisies, légèrement boursouflées, couvertes de vénules noires, qui buvaient l'encre et sentaient le champignon.